Le 5 mai 1993, 3 petits garçons de 8 ans, Chris, Mike et Stevie, disparaissent alors qu'ils jouaient non loin de chez eux à West Memphis, en Arkansas. Ils seront retrouvés morts le lendemain dans une zone boisée près de la voie rapide. Ils sont nus, attachés et leurs vêtements sont disposés sur des bâtons plantés dans la vase. Une rumeur se propage immédiatement. Les 3 petits auraient été victimes d'un sacrifice dans le cadre d'un rituel satanique. Va alors s'engager une véritable chasse aux sorcières, désignant comme coupable quiconque a l'apparence d'un sataniste aux yeux du citoyen moyen de cette bourgade conservatrice. L'affaire d'aujourd'hui est une des plus grosses affaires américaines en termes de couverture médiatique et elle est riche en développements surprenants, donc restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Mais bon, ça c'est valable à chaque fois, hein. Mais avant de se plonger dans l'affaire, j'ai le plaisir de vous faire savoir que pour la première fois, une de mes vidéos est sponsorisée, et pas par n'importe qui, par HelloFresh. Ceux qui me suivent sur Instagram comprendront facilement pourquoi il m'était impossible de refuser. Ça fait des années que je suis cliente et que je poste de manière totalement indépendante et désintéressée leurs plats en story. Depuis que je suis cliente chez HelloFresh, je me connecte toutes les semaines à leur application où je peux choisir parmi 21 recettes saines et équilibrées qui sont toutes Nutri-Score A ou B. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas très cher, c'est même plutôt un bon plan avec des repas à partir de 3,60 € par personne. C'est moins cher qu'un kebab. Certains savent que je suis végétarienne, donc moi forcément c'est dans cet onglet que je vais trouver mon bonheur. Mais il y a d'autres thèmes, rapido pour les plus pressés, ou des recettes familiales, ou calories smart, des recettes du monde, du poisson, bref, il y en a pour tous les goûts. Avec HelloFresh, je me fais livrer chaque semaine à l'heure et au jour de mon choix, y compris le week-end, tous les ingrédients frais nécessaires à l'élaboration des recettes que j'ai choisies. Ça me permet de planifier les repas et c'est un gain de temps non négligeable. Ça me libère du temps pour d'autres activités, comme le montage des vidéos, ou tout simplement pour profiter du temps avec mes proches. Et il n'y a vraiment pas besoin d'être super doué en cuisine grâce aux recettes version papier qui vont être directement disponibles dans la box, ou bien que vous pouvez aussi consulter sur l'application HelloFresh. L'abonnement est flexible et sans engagement, ça veut dire que vous pouvez le mettre en pause ou le désactiver quand bon vous semble. Vous pouvez aussi modifier les portions à votre convenance. Un conseil, téléchargez l'application pour faire tout ça plus facilement. HelloFresh est anti-gaspillage, les quantités sont calculées au plus juste afin que vous n'ayez rien à jeter et que vous puissiez consommer de manière plus responsable et durable, avec une priorité donnée aux ingrédients Origine France. Cliquez sur le lien en commentaire épinglé et en description afin de bénéficier de jusqu'à 85 € offerts sur vos 4 premières box HelloFresh ainsi que de la livraison gratuite. Mon code Kitty85 est valable en France et au Benelux pour les nouveaux clients ainsi que pour les anciens clients ayant annulé leur abonnement depuis au moins 6 mois et ça, c'est une offre inédite sur YouTube. Et maintenant que je vous ai bien donné faim, eh bien laissez-moi vous couper l'appétit. Je procède aujourd'hui à l'avertissement habituel pour cette vidéo. Elle va contenir des mentions de violence et de mort ainsi que des abus sur enfants. Donc si vous êtes particulièrement sensible à cela, je vous propose d'aller regarder autre chose sur YouTube ou ailleurs. Les autres par contre, vous pouvez me suivre puisque juste après le générique, nous attaquons l'affaire. L'affaire d'aujourd'hui se passe à West Memphis, dans l'Arkansas, au cœur de la Bible Belt. Cette zone dont le nom se traduit par ceinture biblique se situe dans le sud-est des États-Unis, allant du Texas jusqu'à la Caroline du Sud. Ces États sont caractérisés par leur fort conservatisme ainsi que par leur attachement à la religion chrétienne ainsi qu'aux valeurs traditionnelles qui y sont généralement associées. West Memphis n'échappe pas à la règle, c'est une petite ville assez pauvre, peuplée de caravanes et de petites maisons en briques. Il y règne un fort esprit de communauté, tout le monde se croise à l'église plusieurs fois par semaine et un calme religieux, si je puis dire, y règne. Une particularité cependant est à noter, la ville est traversée par 2 voies rapides très fréquentées et beaucoup de petits restos type diners et de motels ont été construits à l'intention des routiers.
Par ailleurs, à cette époque, dans cette région, la consommation de crystal meth est en plein essor, en particulier dans le milieu des routiers justement, qui s'adonnaient à leur vice sur les parkings qui leur étaient réservés dans la ville. Il y avait donc beaucoup de passages à West Memphis et l'impression des habitants réguliers de connaître tout le monde était infondée, ainsi que leur sentiment de sécurité. Le 5 mai 1993, à 20h, John Mark Byers appelle la police pour signaler la disparition de son fils adoptif de 8 ans, Christopher, dit Chris. John Mark Byers raconte que plus tôt dans la journée, vers 15h, il était en ville en voiture et qu'il a vu Chris en skate au milieu de la route, que ça l'a énervé qu'il soit imprudent comme ça, donc il l'a fait monter en voiture, il l'a ramené à la maison pour le punir et le battre, ce qu'il faisait régulièrement. Puis vers 17h30, lorsque John Mark Byers revient d'une course, le petit n'est plus là, mais il se dit qu'il est tout simplement sorti comme prévu. En effet, il était sorti rejoindre des copains dehors, et il a été vu pour la dernière fois aux alentours de 19h, alors que la nuit commençait à tomber, en compagnie de 2 copains du même âge, Michael Moore, dit Mike, et Steve Branch, dit Stevie. Ce sont 3 petits garçons de 8 ans assez ordinaires, tous issus de familles très modestes. Stevie vit avec sa mère Pam et son beau-père Terry Hobbs, ainsi qu'avec sa demi-sœur cadette Amanda. Chris vit avec sa mère Melissa, son père adoptif Mark, celui qui a signalé sa disparition, et avec un demi-frère adolescent Ryan. C'est le plus agité des 3, d'ailleurs, depuis quelque temps, il suit un traitement qui ne semble pas trop fonctionner et il commence à avoir des petits soucis en classe. Enfin, malgré ça, c'est un petit garçon adorable. Mark, lui, vit avec ses parents Dana et Todd. C'est d'ailleurs le seul à ne pas être issu d'un foyer recomposé. Il a un caractère très agréable, c'est un meneur et ses proches lui prédisent un très bon avenir. Il est super fier de faire partie des scouts et d'ailleurs, il porte son uniforme de scout au quotidien, même pour aller à l'école. C'est d'ailleurs par les scouts que les garçons se sont rencontrés et ils sont devenus inséparables. Ils ont l'habitude de régulièrement faire du vélo ensemble dans une zone boisée qui s'appelle Robin Hood Hills. C'est d'ailleurs là-bas qu'ils ont été aperçus la dernière fois. C'est un endroit pas vraiment bucolique, plutôt glauque, coincé entre 2 voies rapides très fréquentées dont je vous parlais en début de vidéo. Ce sont juste quelques arbres qui ont poussé autour d'un ruisseau qui est en réalité un fossé de drainage, un endroit utilisé pour évacuer les eaux usées. L'endroit est plutôt habituellement fréquenté par des adolescents qui vont là-bas pour trouver un petit peu d'intimité, pour boire des bières, fumer des clopes et traîner quoi. Les plus jeunes aiment y aller en vélo pour construire des cabanes et jouer près du ruisseau. Les parents dans la ville de West Memphis ont l'habitude de laisser leurs enfants aller jouer par là-bas seuls quand ils sont en groupe parce qu'ils ont un sentiment de sécurité qui est en partie injustifié, je vous ai dit, parce qu'il y a quand même pas mal de passages, pas mal d'inconnus et de consommation de drogue. Vraiment pas très loin de Robin Hood Hills, il y a justement les parkings réservés aux routiers où ils s'installent et où parfois ils consomment du crystal meth. Mais quand on a l'impression de connaître tout le monde, on fait pas trop attention, on est à l'aise et on laisse ses enfants jouer tout seuls. La police, accompagnée par les familles des petits disparus qui sont mortes d'inquiétude, entame les recherches le soir même, entre autres à l'endroit où les garçons ont été vus pour la dernière fois, la zone boisée un peu glauque de Robin Hood Hills. Mais il fait déjà nuit, donc ils doivent assez rapidement interrompre les recherches. Des fouilles plus intenses et organisées ont lieu le lendemain, le 6 mai, dès 8h du matin. Aux alentours de 14h, un policier qui est en charge de quadriller la zone de Robin Hood Hills, justement, finit par remarquer une petite basket d'enfant flottant sur le ruisseau. Lorsqu'il met son pied dans le ruisseau pour tenter de se saisir de l'objet, il sent que son pied est comme happé par quelque chose. Il y a des petites bulles qui vont remonter du fond de l'eau, puis apparaît un corps remontant à la surface. Le policier comprend qu'il s'agit du corps d'un des 3 petits disparus et que les 2 autres ne sont certainement pas bien loin. En effet, ils seront tous 2 retrouvés à quelques mètres du premier, immergés dans le ruisseau. Les 3 garçons sont totalement nus et ligotés à l'aide de leurs lacets de chaussures d'une manière très particulière. Ils sont pas ligotés comme ça, ils ont la main gauche attachée au pied gauche et la main droite attachée au pied droit par derrière, tordant les petits corps d'une manière assez insoutenable à voir. Leurs vêtements seront pour la plupart d'entre eux retrouvés
enroulés autour de bâtons plantés dans la vase du ruisseau. Leurs vélos sont retrouvés un petit peu plus loin, sous l'eau. Les 3 corps portent des marques de violence, coupures, griffures, bleus, morsures et abrasions. L'un d'eux, celui de Christopher, porte des mutilations effroyables dont je vous passe les détails, en particulier sur la partie basse du corps, entre les jambes. Il est celui qui a le plus de lacérations, qui a subi le plus d'acharnement. Christopher a succombé à des blessures à l'arme blanche, tandis que les 2 autres ont succombé à une noyade. La scène est absolument effroyable, comme vous pouvez bien l'imaginer, et la région n'avait jamais rien connu de tel. Initialement, l'heure du crime avait été estimée entre 21h et 23h, puis réévaluée entre 1h et 5h du matin, ce qui signifie que les petits étaient encore en vie lorsque leurs parents ont signalé leur disparition, et qu'ils le sont restés durant des heures. Ça veut dire aussi, et c'est assez bizarre, que lorsque le premier soir, la police et les familles ont entamé des recherches et qu'ils sont passés par Robin Hood Hills, les petits étaient déjà censés y être avec leurs agresseurs, mais personne n'a rien vu. Ce qui pourrait laisser penser qu'ils ont été tués ailleurs puis apportés sur place plus tard, mais a priori ce n'est pas le cas, puisque lorsque les enquêteurs procèdent au test au luminol, l'abondance de sang laisse bien penser qu'ils ont été tués sur place. Et l'absence de traces qu'auraient laissé des corps tirés sur le sol pour les amener ici confirme cette idée. Les garçons étaient déjà présents sur les lieux lorsqu'ils ont été attaqués puis tués. Les enquêteurs vont rapidement déduire que les 3 victimes n'ont pas été tuées par un seul homme, car les nœuds sur les liens ligotant les corps sont différents d'un corps à l'autre. Et aussi pour la bonne et simple raison que maîtriser 3 garçons certainement paniqués, s'assurer qu'aucun d'entre eux ne va s'échapper pour appeler de l'aide est difficilement faisable par un seul homme, surtout s'il s'agit de les retenir des heures durant. Une rumeur concernant la nature de cet immonde triple meurtre va immédiatement se propager après la découverte des corps. Et elle va être très persistante, entourant cette affaire jusqu'à la fin, ayant même beaucoup d'influence sur le déroulement de l'enquête. On aurait ici affaire à un crime rituel de type satanique, autrement dit à un sacrifice humain. La zone boisée de Robin Hood Hills, où les 3 petites victimes ont été découvertes, était déjà la cible de rumeurs concernant des activités de type satanique. Et tout ce décorum sataniste était très en vogue dans les années 90, durant lesquelles on a vraiment eu beaucoup tendance, surtout aux États-Unis, à recourir au satanisme pour expliquer tout ce qui était trop cruel pour être compris rationnellement. L'acharnement sur les corps, en particulier sur les parties génitales, apparemment typiques des rituels satanistes, l'utilisation de liens un peu sophistiqués, la disposition des vêtements sur des bâtons, tout ceci va concourir à amplifier cette idée. Cependant, il n'y a pas de symbole explicitement satanique retrouvé sur place et pas de preuves concrètes en fait pour étayer cette idée. D'ailleurs, tous les éléments que je viens de vous citer qui confortent la piste satanique vont pouvoir être expliqués d'une autre manière, à chaque fois d'une manière un petit peu plus rationnelle, mais ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Car comme je vous l'ai dit, la ville de West Memphis est une petite communauté très pieuse et traditionnaliste, et c'est bien la piste satanique qui va retenir toute l'attention. Autant l'attention de la population que des enquêteurs, qui d'ailleurs vont attribuer à l'affaire le numéro de dossier 9305, bon, ça c'est la date, 0666, alors que si ils avaient respecté le processus habituel, le suffixe aurait été 555. Cette idée selon laquelle on aurait affaire à des adorateurs de Satan va complètement affoler la population qui va se mettre à venir dénoncer d'elle-même quiconque, selon eux, aurait pu se livrer à ce crime barbare. L'une de ces dénonciations va venir d'un agent de probation de la ville qui a eu en charge un adolescent à problème, un certain Damien Eccles. Celui-ci avait été retrouvé en partie dénudé auprès de sa petite amie Dominique Tyr dans une caravane abandonnée dans laquelle ils étaient rentrés par effraction. Et ça lui avait valu un séjour en centre de correction pour cambriolage ou pour inconduite sexuelle, selon les sources.
Et c'est là qu'il a rencontré le fameux agent de probation qui, au fil du temps, va développer une fixette sur lui, le surveillant de particulièrement près et écrivant régulièrement des lettres aux autorités pour demander qu'il soit interné. Il dit qu'il sent que ce mec-là, ce Damien Echols, pourrait devenir un Ted Bundy ou un Jeffrey Dahmer, enfin bref, un serial killer, quoi. Et tout ça en se basant uniquement sur son look et ses centres d'intérêt qui, certes, étaient un petit peu originaux pour la ville. En effet, Damien Echols est un petit peu différent de l'habitant typique de la Bible Belt. Il écoute du heavy metal, il s'habille en noir, il rejette la religion et s'intéresse à la magie ainsi qu'à la Wicca. C'est une religion d'inspiration païenne, incluant un culte envers la nature ainsi que des éléments chamaniques et druidiques. Il correspond donc à 100%, du moins aux yeux de son dénonciateur, au type d'individu capable de se livrer à un crime de type satanique. Mais Damien n'a jamais été arrêté pour autre chose que pour cette histoire de caravane, et c'est un jeune intelligent, voire même très intelligent, et qui ne pose pas vraiment de problème, à part, il dérange à cause de son look. Il y a son look et ses centres d'intérêt qui dérangent les habitants de West Memphis, mais à part ça, il pose pas vraiment de problème. Mais Damien Echols a quand même d'assez lourds problèmes psychiatriques. Il souffre de dépression sévère, de délire de grandeur, délire de persécution et même d'hallucinations visuelles et auditives. À cause de ces troubles, il a quitté l'école malgré ses capacités et il ne travaille pas. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais il est très pauvre. Il vit en caravane. On est vraiment sur quelqu'un de très modeste. Mais ce sera le cas de tous les gens dont je vous parlais dans cette vidéo de toute façon. À l'école, il avait plutôt des bonnes notes, comme je vous ai dit, mais il a fini par se faire exclure parce qu'il avait des problèmes d'agressivité envers d'autres élèves et même des professeurs. Et surtout, un jour, il a été surpris en train de lécher le sang d'un camarade qui s'était coupé le poignet. Cette anecdote donnera d'ailleurs lieu à une rumeur parmi tant d'autres circulant sur Damien Echols, selon laquelle il buvait du sang. Mais Damien Echols ne va pas devenir le suspect idéal dans cette affaire uniquement sur la base de rumeurs. La tante de sa petite amie qui s'appelle Narlene Hollingsworth va appeler la police pour leur indiquer qu'elle a vu Damien Echols sur la scène de crime aux alentours de 21h et qu'il était couvert de boue. Interrogé par la police le lendemain de la découverte des corps, c'est-à-dire le 7 mai, Damien va adopter une attitude arrogante, trop sûre de lui, qui passe assez mal. Il va d'abord être interrogé sur son alibi et il va expliquer qu'il a passé l'après-midi avec sa petite amie, donc Dominique Tyr, ainsi qu'avec son meilleur ami Jason, chez celui-ci. Jason Baldwin, son meilleur ami, est un garçon de 16 ans qui partage avec Damien son goût pour le heavy metal et qui, comme lui, rejette la mentalité conservatrice de West Memphis. Cependant, Jason Baldwin est plus équilibré que Damien Echols. Lui, il est vraiment très bon en cours, il a de grandes capacités en art et il envisageait même à l'époque de faire une école d'art graphique. La mère de Damien est venue le récupérer chez son meilleur ami Jason. Lui et sa petite amie, elle les a prises en voiture. Elle a déposé la petite amie chez elle et eux, ils sont rentrés à la maison. Et les Echols sont restés toute la soirée chez eux, Damien y compris. Et Damien dit qu'à l'heure du crime, il était en ligne au téléphone avec un ami qui habite dans le Tennessee. Ce coup de fil aurait pu être très facilement vérifié par la police afin de confirmer l'alibi de Damien Echols et tout aurait pu s'arrêter là. Mais la police ne prendra pas le soin de faire ça. Les enquêteurs vont alors interroger Damien sur les crimes avec des questions un petit peu biaisées. Lorsque la police demande à Damien comment il croit que la personne qui a tué les enfants a dû se sentir après son passage à l'acte, celui-ci répond qu'il a dû se sentir très bien, être fier d'avoir eu la force de commettre ces crimes. Damien dit aussi que le ou les tueurs devaient connaître les enfants et que ceux-ci étaient petits et un peu bêtes et qu'ils avaient dû être très faciles à maîtriser. Il parle aussi des cris des enfants, qui n'ont pas dû, selon lui, beaucoup inquiéter les auteurs, les bois étant proches de la voie rapide, les bruits des voitures allant couvrir les cris des petites victimes.
Les enquêteurs prendront ces détails comme des éléments accablants, laissant penser à la culpabilité de Damien, partant du principe que ces éléments n'avaient jamais été diffusés par les médias. Et que donc, si il était capable de les donner, c'est qu'il avait quelque chose à voir avec les crimes. Mais c'est pas si simple, parce qu'en fait, Damien Echols avait très facilement pu avoir accès aux informations, soit en discutant avec des gens qui avaient participé aux recherches et donc vu des choses ou entendu des choses, soit tout simplement via des fuites de la police, parce qu'il y en a eu. Damien passe le test du polygraphe et pendant celui-ci, il affirme, malgré tous les éléments qu'il vient de donner, qu'il n'a absolument rien à voir avec ce crime, qu'il n'était pas présent à Robin Hood Hills au moment du crime et qu'il ne connaît pas les auteurs. Les enquêteurs indiqueront qu'il a échoué au test du polygraphe et qu'il aurait donc menti. Pour ceux qui connaissent pas le test du polygraphe, je vais vite fait vous expliquer ce que c'est. C'est très utilisé aux États-Unis, en tout cas ça l'était dans les années 90. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en gros, les enquêteurs vous posent des questions, vous êtes enregistrés, ils vous posent des questions basiques du type est-ce que vous étiez présent sur les lieux du crime, avez-vous commis le crime, etc. Et pendant que vous répondez, votre voix est enregistrée et il y a une machine qui traduit en fait les impulsions de votre voix, du ton de votre voix, par des petites oscillations comme ça. Et en gros, si ça oscille beaucoup, c'est que vous mentez. Enfin voilà, c'est une espèce de détecteur de mensonges, si vous voulez. Bon Damien, il a échoué au détecteur de mensonges. À un moment, les enquêteurs vont lui demander de quoi il a peur, et il va répondre de la chaise électrique. Quand on est innocent, c'est mieux de pas répondre ce genre de choses. Vous avez compris que ce premier interrogatoire de Damien Echols va focaliser toute l'attention des enquêteurs sur lui. Et comme souvent, quand la police est persuadée d'avoir mis la main sur le coupable, elle va passer à côté d'autres pistes intéressantes puisqu'elle pense qu'elles ont déjà trouvé l'auteur. Vicky Hutchison est une serveuse de la ville de West Memphis qui viendra à être interrogée par la police parce que Aaron, son fils de 8 ans, était très copain avec les 3 petites victimes. Elle n'a pas grand-chose à voir dans l'affaire, si ce n'est que son fils était copain avec les victimes, mais en se rendant au poste de police, en apprenant plus sur l'affaire, des détails ayant rapport avec l'occulte, etc., ça va vraiment aiguiser sa curiosité et elle va proposer à la police de mener sa propre enquête, ce que la police va accepter. Il faut d'ailleurs noter qu'il y avait une récompense de 35 000 $ qui était promise en échange de toute information pouvant faire avancer l'enquête. Je suppose que ça a dû jouer quand même dans la motivation de Vicky Hutchison de jouer les enquêtrices. Vicky va alors se rapprocher d'un de ses voisins, un certain Jesse Miskelly, âgé de 17 ans. Parce qu'elle sait que le jeune homme fréquente de loin, mais fréquente quand même, 2 individus au look qui, selon elle, correspond à celui qu'adopteraient des individus capables de se livrer à des crimes rituels sataniques. Vicky va faire mine d'être intéressée romantiquement par l'un d'eux, Damien Echols, et va demander à Jessie de le lui présenter. Ce que Jessie va faire. Vicky rencontre donc Damien Echols dans une caravane et les policiers l'avaient muni de micros. Et elle va essayer de lui tirer des confessions. Et selon la police et selon elle, elle aurait réussi. Damien aurait tout avoué. Mais il se trouve qu'on n'entend rien sur les enregistrements. C'est une bouillie totale, mais voilà, il aurait avoué. Et plus tard, le 19 mai, Damien serait venu la chercher dans une Ford Escort rouge. Il l'aurait emmenée dans une forêt où se serait tenu un esbat. C'est une réunion de sorcières. Elle décrit ça comme une espèce d'orgie. Elle aurait eu peur et aurait demandé à Damien de la ramener chez elle, ce qu'il aurait fait. Bon, ce témoignage comporte quand même des incohérences absolument flagrantes, puisque Damien ne conduit pas, il ne sait pas conduire, il n'a jamais conduit de sa vie. Et surtout, comme je vous ai dit, il est très pauvre, il avait absolument pas les moyens d'avoir une voiture, encore moins une Ford Escort. Voilà, non, c'est pas possible. Il semble également peu probable que Damien ait eu la volonté de s'engager dans une relation romantique avec une femme de 15 ans, son aînée, mais bon, les policiers ne sont pas à une incohérence près. Malgré toutes ces incohérences, le témoignage de Vicky sera pris au sérieux par la police et servira
à noircir encore plus le portrait de Damien Echols. Aaron, le fils de 8 ans de Vicky et donc le copain des 3 petites victimes, livrera un témoignage à la police expliquant avoir vu les petits garçons se faire tuer dans les bois lors d'un rituel satanique. Son témoignage ne sera pas retenu car trop incohérent et certainement soufflé par sa mère, mais contribuera malgré tout à solidifier encore un peu plus la piste du crime à connotation satanique. Le 3 juin 1993, la police va interroger un autre jeune homme, Jesse Misskelley, le voisin de Vicky, celui qui lui a permis de rencontrer Damien. Il est donc une connaissance de Damien Echols et de Jesse Baldwin, mais pas vraiment un proche non plus. Ils ne partagent pas leur attrait pour l'occulte, le heavy metal ou le rejet de la religion, pas du tout. Car en fait, c'est un jeune homme légèrement déficient mentalement et un peu bagarreur. Mais il est un peu trop simple d'esprit pour s'intéresser à des questions un petit peu métaphysiques comme ça, qui n'ont pas de rapport avec les choses concrètes du quotidien. C'est pas son truc. Et interrogé par la police, Jesse Misskelley va très rapidement livrer une confession détaillée. Il s'accuse, en compagnie de Damien Echols et de Jesse Baldwin, du meurtre des 3 petits garçons. Il explique avoir lui-même frappé Michael à de nombreuses reprises pendant que Echols et Baldwin frappaient les 2 autres. Il dit avoir vu Jason lacérer Christopher entre les jambes et avoir vu Damien agresser sexuellement Stevie. L'interrogatoire de Jesse Misskelley va énormément faire couler d'encre et prêter à débat par la suite lorsque l'opinion publique au fur et à mesure apprendra les détails de son déroulement. Car ce jeune homme au QI de seulement 72 a très bien pu se faire influencer par les policiers. Il a d'ailleurs été interrogé 12 heures d'affilée, sans avocat, sans présence parentale et presque sans enregistrement puisque seulement 45 minutes ont été enregistrées sur les 12 heures. On peut très facilement imaginer que Jesse Misskelley a subi des pressions ou voire même des menaces ou des violences de la part des policiers durant tout le reste du temps non enregistré. D'ailleurs, à l'époque, dans les années 2000, c'est le moment où moi j'ai eu vent pour la première fois de l'affaire. Je me souviens très bien avoir vu une photo, comme une capture d'écran si vous voulez, de l'enregistrement de la confession de Jesse Misskelley. Et sur cette capture, on voyait posée au fond de la salle, un peu derrière Jesse, une batte de baseball. Et ça laissait sous-entendre qu'en gros les policiers l'avaient interrogé à la batte, quoi, enfin qu'ils l'avaient tabassé. Alors j'ai recherché cette image pour vous en parler dans la vidéo, etc. parce que ça m'avait vachement marqué à l'époque. Bon, l'image, je ne l'ai pas retrouvée. C'est tout à fait possible que quelque chose ne soit plus disponible en ligne. Mais écoutez, je voulais quand même vous donner cette information. En tout cas, sur les 45 minutes d'audition enregistrée de Jesse Misskelley, il paraît évident qu'il ne sait rien de plus que ce qui a été divulgué dans les médias, qu'il se contente de répéter ce qu'il a entendu. En gros, les enquêteurs lui suggéraient les réponses qu'ils attendaient lorsque Jesse ne donnait pas les bonnes réponses. Et ils ont tout fait pour l'effrayer, lui montrant en gros plan des photos de la scène de crime, ce genre de choses. Et Jesse s'est trompé sur absolument tout. Sur l'heure du crime, disant que les petits ont été tués à 9h, alors qu'ils étaient à l'école, puis à midi, ils étaient toujours à l'école, et puis disant carrément qu'ils n'étaient pas allés en classe ce jour-là, ce qui est complètement faux, ils étaient bien en cours, tout le monde les a vus. Et il indique que les mutilations ont été faites sur Mike, alors qu'en fait, elles étaient faites sur Chris, bref, rien ne va. Jesse Misskelley va d'ailleurs très rapidement se rétracter, expliquant que la police a fait pression sur lui. Il lui aurait promis une réduction de peine, certaines sources mentionnent même de l'argent, s'il avouait les meurtres. Il dit aussi avoir été menacé physiquement. Cela n'empêchera pas les autorités d'aller immédiatement arrêter Damien Echols et Jason Baldwin et de les inculper pour triple meurtre. Jesse Misskelley fera face à la même accusation. Et pourtant, Jesse a un alibi solide. De nombreux témoins pourront attester de sa présence à un combat de catch dans une ville voisine au moment des faits. Mais a priori, ce ne sera pas pris en compte. Suite aux arrestations des 3 jeunes hommes qui seront par la suite appelés les West Memphis 3, la police annonce fièrement avoir arrêté les coupables. Estimant la solidité des preuves,
à 11 sur 10. Alors que tout repose sur le témoignage plus que louche d'un jeune homme aux capacités intellectuelles d'un enfant de 8 ans. Il est à noter qu'aucune preuve matérielle incontestable attestant de la présence des 3 jeunes hommes sur la scène de crime n'a été retrouvée. Ni sang, ni empreinte, ni objet personnel. Quelques éléments seront présentés par la police comme des preuves. Une gouttelette de cire bleue, similaire à la cire des bougies que Dominique Tyr, la petite amie de Damien Echols, a dans sa chambre, ainsi qu'une fibre rouge retrouvée sur l'une des victimes, similaire aux fibres d'une robe de la mère de Jason Baldwin. Par ailleurs, des plongeurs de la police ont fouillé un étang situé à l'arrière de la maison des Baldwin, ayant trouvé un couteau à lame crantée pouvant correspondre à une des armes du crime. Mais la découverte de ce couteau est extrêmement louche, les médias ayant été prévenus à l'avance du fait que la police allait trouver un couteau dans l'étang avant même que le couteau soit trouvé. Et aucune trace ADN des victimes ou des accusés n'est trouvée sur le couteau. Commence alors le procès et le 4 août 1994, les 3 jeunes hommes vont plaider non coupables des faits qui leur sont reprochés. Et aux États-Unis, quand vous plaidez non coupable, vous risquez plus gros en général. Malgré le manque de preuves, Jesse Misskelley et Jason Baldwin sont condamnés à la prison à vie. Quant à Damien Echols, il est condamné à la peine de mort par injection létale. En 1996, un documentaire sur l'affaire en 3 parties est réalisé, Paradise Lost. Celui-ci va aborder les zones d'ombre de l'affaire et provoquer une vague de soutien massive. Le milieu du spectacle va prendre fait et cause pour les West Memphis 3 et des personnalités de premier plan comme Eddie Vedder de Pearl Jam, Patti Smith ou Johnny Depp vont crier à l'erreur judiciaire dans cette affaire. Même l'opinion publique est majoritairement rangée du côté des condamnés, ceux-ci étant présentés comme des innocents accusés à tort uniquement sur la base de leur look ainsi que de leur attirance pour les choses sombres. Et ça, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. En 96, 97 et 99, les West Memphis 3 vont faire des demandes de libération qui vont toutes leur être refusées. Des appels placardés sur d'immenses panneaux au bord de la route, vous savez, des billboards, vont être lancés afin de récolter des indices pour aider à la libération des 3 jeunes hommes. C'est ainsi que d'autres pistes, jamais exploitées par les enquêteurs, vont être mises à la lumière du jour, appuyant l'idée d'une possible erreur judiciaire. Après le procès, les avancées technologiques en matière de police scientifique vont permettre de mettre en doute certains éléments scientifiques utilisés pour faire condamner les West Memphis 3. Et c'est l'ensemble de la piste sataniste elle-même qui va se retrouver remise en cause. Et c'est justement ça qui avait justifié de s'intéresser dans un premier lieu à Jesse Misskelley, Damien Echols et Jason Baldwin. Donc si on écarte la piste sataniste, il n'y a plus vraiment aucune raison de penser que ces 3-là sont coupables. Par exemple, les lacérations sur les corps ainsi que l'ablation entre les jambes du petit Christopher Byers peuvent être expliquées par des causes naturelles à 1000 lieues d'un rituel satanique. En effet, dans les étendues d'eau de la région, et en particulier dans le ruisseau dans lequel les corps des victimes ont été retrouvés, vivent des tortues un petit peu particulières. Elles sont énormes et voraces, dotées d'une mâchoire énorme et puissante, et connues pour être capables de manger de la chair, y compris de la chair humaine. Des experts démontreront que leurs morsures ressemblent trait pour trait aux marques retrouvées sur les corps des victimes, est présenté comme preuve d'activité satanique par les partisans de la culpabilité des 3 hommes. Il en va de même pour les dilatations présentes sur les corps des petites victimes et présentées comme des preuves d'abus sexuels, confirmant ainsi le témoignage de Jesse Misskelley. Ces dilatations pourraient en fait tout simplement être expliquées par la présence prolongée des corps dans l'eau. Quant aux preuves matérielles utilisées durant le procès, comme la petite gouttelette de cire, similaire à celle des bougies présentes dans la chambre de la petite amie de Damien, ou la fibre rouge similaire à une des robes de la mère de Jason, il a été reconnu après analyse complémentaire qu'elle n'était pas solide.
Mais c'est la contre-analyse en 2007 de preuves ADN trouvées sur la scène de crime qui permettra à l'affaire de connaître un rebondissement inattendu. En effet, grâce à l'argent récolté par les soutiens des West Memphis 3, les lacets de chaussures utilisés pour ligoter les petites victimes vont pouvoir être analysés à nouveau. De l'ADN est bel et bien retrouvé sur ceux-ci et il ne correspond à aucun des 3 condamnés. Par contre, un cheveu retrouvé sur l'un des lacets a été reconnu compatible avec l'ADN de Terry Hobbs, le beau-père de Stevie Branch. Il était d'ailleurs avéré que Stevie était terrifié par son beau-père qui le battait régulièrement. Et celui-ci est même soupçonné d'avoir fait subir des abus à sa fille Amanda. Terry s'est également rendu coupable d'une agression sur une certaine Mildred French. Il est tout simplement rentré par effraction chez elle un soir alors qu'elle était dans son bain, l'a surprise et l'a agressée sexuellement, lui malaxant la poitrine. Étrangement, ces éléments ne suffiront pas à inquiéter Terry Hobbs, mais ils vont permettre aux West Memphis 3 de réclamer un nouveau procès. Ce qu'ils feront en 2008, puis en 2010, à chaque fois en vain. Mais le 4 novembre 2010, la Cour suprême autorise une audition concernant les nouveaux éléments du dossier allant dans le sens de l'innocence des 3 hommes. Ils vont alors bénéficier du plaidoyer Alford, rarement utilisé et assez particulier. Je vais essayer de vous expliquer en quoi ça consiste. Le plaidoyer Alford permet en gros de plaider coupable tout en maintenant son innocence. Cela permet à un condamné faussement accusé de retrouver la liberté sans que l'État ne soit reconnu coupable d'erreurs judiciaires et n'ait à rétribuer financièrement les innocents qui ont été incarcérés pour rien. Donc les 3 vont quand même un peu hésiter parce qu'il s'agit quand même de plaider coupable, mais on reconnaît leur innocence et ils peuvent être libres. Mais par contre, comme je vous ai dit, ils seront pas rétribués, quoi. Ils pourront pas se faire dédommager pour les 18 ans qu'ils ont passés en prison pour rien. Et donc, après 18 ans de prison, dont 10 ans à l'isolement dans le couloir de la mort pour Damien Echols, les West Memphis 3 sont finalement libérés le 19 août 2011. Damien Echols était à 3 semaines de son exécution. L'innocence des West Memphis 3 est donc reconnue à demi-mot. Cela implique que les réels auteurs courent toujours. Il existe d'ailleurs de nombreuses pistes non exploitées, totalement ignorées par les autorités qui étaient trop occupées à étayer la piste sataniste et à trouver des éléments afin d'incriminer les West Memphis 3. Bon, on a déjà vu Terry Hobbs, le beau-père de Stevie Branch, qui est plus que louche, mais une de ces pistes non exploitées mène à un autre membre de la famille des victimes, tout aussi louche. Il s'agit de John Mark Byers, le père adoptif de Christopher Byers, celui qui avait signalé la disparition de son fils adoptif en premier. Sa femme Melissa est morte très mystérieusement quelques années après les crimes, et John Mark Byers a fait changer toutes ses dents juste après les meurtres, alors que les corps portaient des traces de morsures, donc il aurait pu être intéressant d'analyser les mâchoires, les dents des différents hommes de la région. En commençant par les proches, puisque dans ce genre d'affaires, on s'intéresse souvent aux proches en premier. Bon là, ça n'a pas été le cas, vous avez vu. En plus de ça, John Mark Byers, interrogé juste après les meurtres par la police, va déclarer que le soir de la disparition, il est retourné en forêt avec son autre fils Ryan pour poursuivre les recherches. Alors que tout le monde les avait arrêtés, lui, il est rentré chez lui, puis il est ressorti dans les bois. Sauf que lorsque Ryan, donc son autre fils, est interrogé, il explique que lui, quand ils sont retournés à la maison avant minuit, son père lui a dit d'aller se coucher en lui disant qu'il allait faire de même, pas du tout qu'il allait aller dans les bois. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans les bois, tout seul, avant la découverte des corps? Je sais pas. Autre événement louche le concernant, pour remercier le réalisateur du documentaire dont je vous avais parlé, Paradise Lost, le remercier pour son bon travail, John Mark Byers va lui offrir un couteau. Sauf que le réalisateur va voir qu'il y a du sang sur ce couteau, c'est carrément visible à l'œil nu. Il va donc retourner le couteau à la police, qui va l'analyser, et il se trouve que le sang présent sur le couteau présente un génome similaire à celui de John Mark Byers,
mais aussi à celui de la victime, Christopher Byers, parce que il se trouve que les deux avaient le même. C'est pas comme l'ADN, c'est un peu différent, c'est possible d'avoir le même type. Mais voilà, la similarité entre les génomes des sangs de la victime, de John Mark Byers, et du sang présent sur le couteau que possédait John Mark Byers ne va pas être reconnue comme assez substantielle et la piste ne va pas être creusée. Et il y a un élément concernant John Mark Byers qui est très intéressant, qu'à titre personnel j'ai vraiment retenu, que j'avais retenu déjà de l'époque quand j'avais entendu parler de l'affaire, et qui pourrait expliquer pourquoi est-ce que les policiers ont autant fermé les yeux sur les éléments louches le concernant. Il avait déjà été condamné pour violence et menaces sur son ex-femme. Il avait donc eu affaire à la police et il était même devenu indique. Il travaillait donc pour la police, les renseignait. Ils ont d'ailleurs effacé son casier judiciaire en échange de ses bons et loyaux services. John Mark Byers avait donc des relations avec les forces de l'ordre de la ville. Et il est assez facile de deviner que celle-ci ait pu rechigner à l'envisager comme un suspect. Et il y a une autre piste intéressante qui n'a pas de rapport avec des membres de la famille des victimes, qui n'a pas non plus de rapport avec le satanisme, mais qui met plutôt en lumière la possibilité d'un crime de rôdeur. Un individu totalement inconnu des victimes qui serait passé à l'acte lors d'un passage dans West Memphis. Un nom est donné à cette théorie, celui de la piste Mr. Bojangles. Bojangles est le nom d'un restaurant de type fast-food de poulet frit situé en face ou sur la même route, je sais pas, mais en tout cas très proche de Robin Hood Hills, le lieu de la découverte des corps des 3 petites victimes. Peu après 20h30, le 5 mai, c'est-à-dire le soir de la disparition des 3 petits garçons, il y a une femme qui dînait au restaurant Bojangles, qui était allée aux toilettes des femmes, puis qui en sort un peu affolée et qui se dirige vers le personnel du restaurant, et qui leur signale que dans les toilettes des femmes se trouve un grand homme noir en train de se vider de son sang. Il a l'air complètement désorienté, il a les vêtements sales, couverts de boue, couverts de sang. Le gérant de l'établissement va alors appeler les autorités, la police va se déplacer, va venir en voiture. Mais le temps qu'ils arrivent, l'homme noir, le mystérieux homme noir des toilettes, est déjà parti. Et lorsque les policiers arrivent, ils ne vont même pas prendre la peine de descendre de leur voiture. Ils vont interroger le gérant de l'établissement, comme ça, juste en baissant la fenêtre et en lui parlant comme ça. Bon, ils reviendront quand même le lendemain. Malheureusement, le ménage a déjà été entamé dans les toilettes, mais ils vont quand même réussir à prélever un petit peu de sang, donc le sang du fameux individu. Mais lorsque, lors du procès, les échantillons de sang de ce mystérieux individu sont réclamés, leurs analyses sont réclamées, le policier en charge des échantillons va être bien obligé de reconnaître qu'il n'y a pas d'analyse parce qu'il a perdu les échantillons. Bon, il est cependant assez peu probable que ce mystérieux individu noir ait commis les crimes, et je vais vous dire pourquoi. Seul et blessé, il n'aurait pas été capable de maîtriser 3 garçons. Et surtout, l'heure du crime ayant été réévaluée entre 1h et 5h du matin, il est impossible que le sang sur lui ait été celui des petits garçons, puisqu'à cette heure-là, à 20h30, quand il était dans les toilettes du restaurant Bojangles, les petits n'étaient pas encore morts. Donc c'était plutôt son propre sang. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il s'agit d'un SDF, ce qui est tout à fait possible vu la description des vêtements, qu'il se soit rendu à Robin Hood Hills, qui était connu également pour parfois abriter des SDF. Ils y établissaient des petits campements pour une nuit, voilà. Tout à fait possible que ce soit rendu là-bas pour y dormir, aux alentours de 20h donc, quand les petits garçons avaient déjà disparu. Qu'il soit tombé sur les agresseurs et les victimes, qu'il ait essayé de faire quelque chose ou qu'il se soit fait lui-même attaquer et il se serait échappé en sang, blessé et se serait réfugié dans les toilettes. Dans ce cas, ce serait un témoin hyper important et c'est vraiment dommage que la piste n'ait pas été creusée. Je vais vous livrer ici une dernière piste intéressante. Seulement 4 jours après les meurtres, il y a 2 jeunes habitants de West Memphis, Chris Morgan, 19 ans, et Brian Holland, 20 ans, qui vont subitement quitter la ville et décider de s'installer en Californie à Oceanside. À cause de ce comportement suspect, quitter les lieux juste après un triple meurtre d'enfants, ils vont se faire interroger par la police du lieu où ils habitent maintenant, Oceanside.
Les deux commencent par nier toute implication, puis au bout d'un moment, Christopher Morgan va comme péter un câble. Il va expliquer qu'il prend de la drogue énormément, du crystal meth, et que ce soir-là, il en avait pris, et que oui, c'est très probable qu'il ait tué les petits. Il va tout de suite se rétracter, et cette confession ne sera pas prise en compte, car jugée trop incohérente. Jesse Misskelley, en raison de son retard mental, a très mal vécu son incarcération. On est d'accord, tout le monde l'aurait mal vécu, mais on va dire que pour lui, ça a peut-être été encore plus dur, parce que, je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, il a les capacités intellectuelles d'un petit gars de 8 ans. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, comprenait pas vraiment pourquoi il était en prison. Il comprenait pas qu'il avait avoué un triple meurtre, en fait. Et il ne saisissait même pas le concept de défense, d'avocat, etc. Tout ça était bien flou pour lui. Et puis il était vraiment à milieu d'être un sataniste convaincu qui se serait livré à un sacrifice humain. En effet, il ne savait même pas ce que Satan représentait. Et lorsqu'on lui en parlait, lorsqu'on essayait de lui faire dire des choses incriminantes, lui, il parlait de Satan, comme la matière, le tissu. Après sa libération, Jesse Misskelley a épousé sa petite amie du lycée et a entamé une formation pour devenir mécanicien. Jason Baldwin, lui, a quitté la région. Il a préféré laisser derrière lui cette affaire qui lui a coûté 18 ans de prison pour rien. Et il est allé s'installer à Seattle avec des amis. Il est en couple avec une femme qu'il a rencontrée en prison. Elle lui écrivait pendant qu'il était incarcéré. En 2011, dans une interview, il dit qu'il travaille dans le bâtiment, mais que son projet, c'est de reprendre des études, de devenir avocat, afin de défendre des victimes d'erreurs judiciaires comme lui. Damien Echols a passé 18 ans en prison comme les autres, mais lui, il a passé 10 ans dans le couloir de la mort, enfermé 23 heures sur 24. Sa dépression s'est aggravée car il n'avait plus accès à ses médicaments. Il a épousé en 1999 une architecte paysagiste qui lui écrivait en prison. À sa libération, il est allé vivre à Salem, la ville des sorcières, certainement un clin d'œil, puis à New York. Il publie en 2011 le livre Life After Death, basé sur sa propre histoire et qui rencontrera un grand succès commercial. Il s'intéresse toujours à la magie, publiant des ouvrages sur le thème, et il fait aussi régulièrement des expositions d'art. Il expose les œuvres qu'il a créées durant son enfermement dans le couloir de la mort. J'en ai fini de vous raconter l'histoire des West Memphis 3, mais attendez, je vais quand même vous retenir encore un peu si vous le voulez bien, parce que je ne le fais pas à chaque fois, mais j'ai envie de vous livrer ma théorie, parce que pour une fois j'en ai une, et je ne l'ai pas lue ou entendue en faisant mes recherches, ou en tout cas pas comme je vais vous la dire. Je ne vais pas être très originale, je ne pense pas, en effet, que les auteurs de ce triple meurtre soient les West Memphis 3. Je pense qu'ils sont innocents. Et moi, quand j'ai entendu parler de l'affaire dans les années 2000, ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est la volonté féroce de la police de couvrir certaines personnes et d'en enfoncer d'autres. Couvrir des coupables, potentiellement, et enfoncer des innocents. Le coup de cette fameuse photo que j'avais vue avec la batte de baseball pendant l'interrogatoire de Jesse Misskelley, donc en gros tabasser des gens presque handicapés mentaux pour leur soutirer des confessions, enfin l'horreur quoi, en faire des tonnes sur les histoires de satanisme, tout ça, et puis passer sous couvert d'autres informations, ne pas du tout exploiter la piste d'un rôdeur, alors qu'on savait très bien, par exemple, qu'il y avait des routiers défoncés qui traînaient sur les parkings dans la ville. Et puis surtout, ne pas du tout se pencher sur les familles des victimes. Ils ont été très peu interrogés, on n'a pas vérifié les alibis, rien du tout. Pour moi, ça ressemblait vraiment dès le départ à une couverture, couvrir des gens. Comme si la police avait un intérêt à couvrir des gens. Quand j'ai appris cette histoire de John Mark Byers, qui était en fait un indique, eh bien moi, voilà, je me suis fait mon petit scénario. Moi, j'ai imaginé que les deux, donc Terry Hobbs, celui dont on a carrément trouvé un cheveu, carrément trouvé son ADN, dans les lacets de chaussures qu'on servait à ligoter les petits, et Mark Byers, donc celui qui était un indique, dont la femme est morte mystérieusement, qui a changé ses dents, qui a offert à quelqu'un un couteau avec du sang de la victime dessus. Bref, celui-là. Et peut-être avec un 3e larron ou un 4e larron. J'ai imaginé que ces mecs-là, ils devaient être des drogués.
prendre beaucoup de crystal meth, parce qu'a priori c'était la drogue à la mode à ce moment-là, là-bas. Parce que j'ai quand même lu 2-3 trucs où pendant des auditions ou des interviews, etc., les mecs, ils étaient défoncés en permanence. Et ben ce soir-là, le 5 mai 1993, peut-être qu'ils avaient chargé un peu la mule. Ils ont vu les petits, ils ont pété un câble, ils les ont massacrés. En plus, il se trouve que c'est Christopher Byers qui avait le plus de lacérations, et comme par hasard, c'est celui qui est lié à l'un des tueurs, enfin supposé, selon moi. Et c'est connu qu'on s'acharne plus sur les victimes qu'on connaît. Et il s'en serait sorti tout simplement parce qu'il connaissait les flics, parce que l'un d'eux était un indique, et puis parce que dans un milieu conservateur comme ça, on préfère accuser des jeunes un peu en marge plutôt que des bons pères de famille. Ça, c'était ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez, ne m'insultez pas, si vous ne l'aimez pas, c'est pas grave, chacun a le droit d'avoir la sienne. Je vous propose d'utiliser l'espace commentaire pour me donner vos théories. J'espère que vous avez apprécié la vidéo parce que je la trouve extrêmement intéressante. Le script a été très compliqué pour moi à faire. J'ai vraiment galéré et c'est très touffu. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi le pouce en l'air si c'est le cas. Et je pense que la vidéo va être très longue. Donc je vais arrêter là de vous retenir. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous dis à la prochaine.